Le mensonge n'est pas un argument politique. C'est de la couillonnade. Et pire, aujourd'hui, on a taxé les morts. Mais on sent dans quel monde sommes-nous. Je remarque votre esprit très ouvert à ce niveau-là. Montez une peur. Je me permets de dire que c'est ridicule. In tempore non suspecto. Je m'insurge contre cette affirmation. Il faut réagir avant. Nous n'avons jamais eu de débat au Conseil communal. Dire non, c'est un dossier trop chaud. Je trouve dommage d'esquiver le débat. Bonsoir, c'est parti pour un nouveau numéro d'Acte 2. Aujourd'hui, on s'intéresse à la commune de Bièvre. En notre compagnie sur ce plateau, des élus de la majorité et le seul représentant de l'opposition. Bonsoir Laurent. Bonsoir Anne. Effectivement, en compagnie de bourgmestre des échevins, du président de CPS, de conseillers, on passera au peigne fin l'activité politique de ces 3 premières années de législature communale. Alors Laurent, vous assistez régulièrement au conseil communal à Bièvre. La configuration politique est un peu particulière dans la cité des Castors. Oui, effectivement, c'est une majorité absolue que l'on trouve au pouvoir avec 12 sièges sur 13. La liste Ensemble pour vous est emmenée par le bourgmestre MR David Clarinval. Au sein du collège, Michael Moda va remplacer Hugues André, décédé en novembre 2013. L'opposition est incarnée par un seul élu, Luc Vincent de la liste Espoir. On débute tout de suite avec notre première séquence intitulée « Les clés de la cité ». Et on prend tout de suite la direction du conseil communal. Comment fonctionne-t-il? Par qui le bourgmestre est-il entouré? L'opposition réduite à peau de chagrin joue-t-elle bien son rôle? On regarde. Merci Francine. On a l'impression que tout le monde est toujours d'accord. Il n'y a jamais de questions de la part des conseillers? Si, mais on a déjà fait le point en réunion de majorité. Bièvre, un exemple de démocratie accélérée. La réunion de majorité a lieu 1 heure avant le conseil communal. Une question se pose dès lors. Sert-elle simplement à informer les conseillers de ce qui va être décidé? Mais la petite heure qu'on a au début et tout ça, c'est un petit peu des réactions qu'on a eues des habitants individuellement. La grosse partie passe déjà là-bas. Le débat public dure une bonne heure, plus le huis clos. Cela fait 2h30 de débat mensuel. Des conseillers communaux ne prennent jamais la parole. Certains ont même refusé d'être interviewés lors de notre venue. Pour d'autres, par contre... Je suis contente de dire mon avis quand il y a besoin. Le conseil, ce n'est qu'une formalité alors? Non, chacun peut reposer des questions et approfondir. Vous dites souvent votre avis? Chaque fois que j'ai l'occasion, oui. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Non? Tout le monde est d'accord? Merci. Mais à Bièvre, il existe malgré tout une opposition qui peut interpeller la majorité. Il y a quand même le membre de l'opposition qui est là, donc... Qui est là aujourd'hui, n'est pas là. Aujourd'hui, mais enfin... La dernière fois non plus. Je me rappelle pas, mais enfin en général, il est présent. Est-ce qu'il a un vrai rôle à jouer dans ce conseil? Je pense, quand il a demandé quelque chose, on se penche dessus et il a eu souvent gain de cause. Le bourgmestre David Clarinval est en place depuis 15 ans déjà. Aujourd'hui, il préside le conseil communal et a une certaine influence sur ses collègues. On a déjà eu des discussions avec David Clarinval qu'on contredit parfois, il n'y a pas de problème. Il a son rôle de président, mais chacun fait son boulot dans ses branches et ses compétences. Quel est le rapport avec le bourgmestre, M. Clarinval? Comment est-il? On lui rend des comptes, on communique beaucoup. Comment que je dois dire ça? Allez, qu'est-ce que je dois dire? Quel rapport que j'ai avec toi, David? Alors David Clarinval, donc vous êtes bourgmestre de cette petite commune. Est-ce que vous gardez sous contrôle vos conseillers, vos collègues conseillers? Mais sous contrôle, non, absolument pas. Donc, vous écoutez les interviews? Bien sûr, ça c'est certain, mais là, l'interview avait lieu au sortir du conseil communal. Donc, mais bon, sincèrement, il faut distinguer les conseillers et les échevins. Donc, tout d'abord, les conseillers, nous avons beaucoup de contacts entre nous et lors de ces échanges, nous pouvons sans problème aborder des sujets qui posent problème et que nous devons résoudre. C'est clair que nous préférons que ces conversations qui font état de soucis dans un village ou par rapport à un tel dossier particulier, ces problèmes sont traités lors de la réunion de majorité et si le conseiller le souhaite, il peut évoquer le point ensuite en conseil pour y rendre un caractère
public. Cependant, c'est clair que ces soucis sont souvent des soucis plutôt d'ordre privé, et donc ce n'est pas nécessaire non plus d'y apporter une publicité. Vis-à-vis des échevins, là, je peux vous assurer qu'ils ont une pleine liberté d'assumer leurs responsabilités dans leur matière, et nous en discutons évidemment au sein du collège, mais je ne me mêle pas de la manière dont ils règlent leurs problèmes. Et donc, moi, je trouve au contraire qu'il y a beaucoup d'échanges entre nous, une grande complicité même, parce qu'on fait tout ça dans une bonne ambiance en particulier. Monsieur Clairval, comment expliquer qu'une conseillère communale ait refusé d'être interviewée et une autre qui n'apprécie pas d'être filmée? Ce sont quand même des élus. Mais en fait, il faut savoir que les conseillers communaux ne sont pas tous joyeux de donner des interviews à la presse. Certains sont plus pudiques ou ont un peu peur de s'exprimer publiquement, et c'est par rapport à la presse qu'ils n'ont pas voulu s'exprimer. Ils ne craignent pas de dire, de dire quelque chose et puis de se faire réprimander par vous après. Non, enfin, franchement, ça c'est un mauvais procès que vous me faites. Non, c'est une question. Non, absolument pas. Je pense que c'est par pudeur, et ce sont deux dames en particulier qui n'avaient pas envie de s'exprimer devant la caméra. C'était plutôt par peur. Ce n'était pas du tout parce que j'allais leur... Vous avez vu que d'autres ont donné des interviews et je ne les ai absolument pas réprimandés par la suite. Alors, Monsieur Vincent, c'est aussi l'impression que vous avez de l'extérieur, finalement, tout le monde est assez libre. Oui, disons que moi, je ne peux pas apprécier la même chose que lui, puisque je ne participe pas à ces fameuses réunions de majorité où j'ai l'impression qu'effectivement, peut-être que c'est là que se passe le débat, mais je dois dire qu'effectivement, au sein du conseil communal, dans les réunions, je n'entends pas beaucoup d'autres personnes que le bourgmestre. De temps en temps, le président du CPS, quand on parle de sujets qui le concernent, mais à part ça, je n'entends pas souvent de débat ni de réaction. Disons que j'ai un peu l'impression qu'on compte sur moi pour animer le débat. Mais comme vous l'avez remarqué, vous n'êtes pas toujours là, en plus. Oui, effectivement. C'est bien clair que j'ai d'autres occupations, préoccupations, et que parfois ça ne s'arrange pas que je sois au conseil communal. Et pourtant, dans le reportage, un conseiller ou un échevin, je ne sais plus, dit que souvent, le premier échevin dit que souvent votre interpellation vous a donné raison au conseil communal. Oui, c'est vrai. Quand ça arrive, effectivement, parce que ça... Un exemple, par exemple? Un exemple, s'il m'est arrivé de mettre le doigt sur une lacune lors de la présentation des taxes communales, on en avait oublié une. Non pas que je sois partisan de mettre des taxes, mais je trouve que c'est inutile de reconvoquer un conseil communal pour un oubli, et donc j'ai fait remarquer qu'on avait oublié, et forcément qu'on m'a donné raison, puisqu'on l'a mis à l'ordre du jour avec mon accord, bien entendu, mais de temps en temps, je fais des remarques de ce style, et notamment en ce qui concerne, par exemple, le vote des règlements de toute nature, que j'ai à plusieurs reprises proposé de revoir moi-même pour pouvoir corriger les inexactitudes. Monsieur Lyonnais. C'est vrai qu'il faut reconnaître que Luc est très fort pour lire tous les dossiers. Et dans les règlements notamment, il a mis plusieurs fois le point sur des termes qui étaient inexacts ou mal appropriés et à faire changer certains articles. Et donc c'est vrai qu'honnêtement, on tient compte de son avis. On a tenu compte de son avis notamment pour le tennis de table, où depuis longtemps donc, il réclamait une autre façon de travailler avec eux. Et honnêtement, on a toujours tenu, comme André Copine l'a dit, compte de son avis. Monsieur Modave, heureusement qu'il est là, Luc Vincent, alors pour faire remarquer les petites choses qui ne vont pas. Oui, il faut toujours une opposition, je pense. Donc c'est très bien. Hein c'est très bien qu'il soit là, justement, pour animer tout ça, oui. Monsieur Vincent, nous avions invité la conseillère CPS de l'opposition, Colette Ménager, pour participer au face-à-face qui vont suivre. Elle n'a pas souhaité venir. Comment expliquez-vous cela? Eh bien, suite à votre demande, je l'avais interpellée pour savoir si elle était disposée à venir rencontrer le président du CPS. Mais elle partage mon opinion au point de vue du CPAS, en dehors du budget et d'autres grands problèmes comme ça, qui concernent plutôt le conseil communal, ce sont des problèmes particuliers et personnels. Je pense qu'au sein du CPAS, il n'y a pas de marquage entre la majorité et l'opposition. Pour avoir participé en tant qu'échevin des affaires sociales aux réunions du CPAS, je puis dire que les sujets ne prêtent pas à une division pareille. Oui, je peux dire aussi que
Colette Ménager, qui est la seule conseillère en effet de l'opposition donc au CPS. Nous l'avons vraiment bien intégrée directement avec nous. Elle vote tout vraiment dans le même sens que nous. Et dès le début, nous l'avons même intégrée dans le comité de concertation commune CPS. Donc c'est dire qu'au point de vue démocratie, nous avons été quand même très corrects avec elle. Vous allez l'attirer sur votre liste la prochaine fois, David Clarinval? Écoutez, on n'est pas en train de faire les listes aujourd'hui, mais cette conversation illustre tout à fait l'attitude que nous avons, que ce soit vis-à-vis de l'opposition, que ce soit vis-à-vis des conseillers de la majorité, que ce soit vis-à-vis des échevins. Quand les suggestions sont constructives, quand les propositions sont intelligentes, nous n'avons pas peur de changer les choses, d'en tenir compte et de corriger notre... Et donc, franchement, cela illustre vraiment que nous sommes à l'écoute et nous voulons vraiment tenir compte de l'avis des uns et des autres. Thierry a fort justement rappelé le dossier du tennis de table, parce que les autres dossiers, c'était des remarques souvent techniques. Donc, mais le tennis de table, par exemple, là, il y a eu une modification de notre manière d'aborder les choses vis-à-vis du tennis de table, à la grande satisfaction du tennis de table, et c'est une suggestion de l'opposition. Si voilà, dans le futur, il n'y avait plus d'opposition à Bièvre, vous serez bien embêté finalement. Mais vous savez, en démocratie, il y a plusieurs choses, et notamment l'équilibre qui doit résulter au sein du Conseil communal des forces démocratiques. Et il est sain d'avoir une opposition qui fait son travail. Lors de la précédente législature, l'opposition était systématiquement absente. Aujourd'hui, je salue le fait que Luc Vincent soit revenu au Conseil. C'est beaucoup plus démocratique, c'est beaucoup plus ouvert et quelque part, c'est beaucoup plus sain. Voilà. Merci, M. Clarinval. Donc, place déjà à présent à notre deuxième séquence, les affaires de la cité. Nous allons à présent évoquer quelques dossiers ficelés durant ces 3 dernières années. Je vous demanderai à chacun de mettre une cote sur 10. Monsieur Lyonnais, une cote sur 10 pour la salle de village de Grède. Oh, moi je mettrais 9,5. Parce que c'est jamais parfait. Donc c'est une nouvelle... Étant prof de maths, je ne donne jamais 10, donc 9,5. Pourtant en maths, il y a moyen d'avoir 10, non? Ah ouais, mais... Monsieur Modave, la propreté dans le village de Grède. Je mettrais un 6 sur 10, parce que pour ce village-là, il y a encore certaines choses à faire. Et le souci vient d'où? Ouais, je pense que tout le monde le sait, mais il y a des bâtiments dont il faut se débarrasser, entre guillemets, ou de la propreté. C'est les riverains qui ne sont pas propres? Non, je ne dis pas que c'est les riverains, qui ne sont pas, voilà, dans leur comportement, qui ne sont pas irréprochables. Oui, on peut dire ça pour peut-être certaines choses. Maintenant, je pense que voilà, ça s'est accumulé là pendant des années et je pense qu'un petit nettoyage s'impose. Si vous permettez, ce n'est pas vraiment la propreté du village qui est en cause. C'est une personne en particulier qui abandonne ses maisons et qui finalement transforme son patrimoine immobilier en ruine. Et cela donne une mauvaise image à tout le village. Ce ne sont pas les riverains qui sont sales ou quoi que ce soit. Il ne faut pas généraliser. Il y a une ou deux personnes qui sont bien ciblées, contre lesquelles la commune est en train de mettre en œuvre une politique très draconienne. Oui, puisque vous avez déjà fait abattre... On a démoli une maison, on est en train de vouloir en démolir une deuxième. Par ailleurs, il y a également toute une série de dépôts de mitraille dont le constatateur est en train de lutter. Donc, il ne faut pas généraliser. Il y a peut-être deux personnes et cela donne une mauvaise image à Grède. Monsieur Vincent, une cote sur 10 pour la future extension du zoning de Bayamont. Là, je mets 8 sur 10. Parce qu'effectivement, je trouve que l'extension du zoning industriel de Bièvre, c'est une nécessité, mais sans vouloir non plus en faire la panacée. C'est-à-dire que bien souvent, le zoning de Bièvre, comme souvent ailleurs aussi, c'est le réceptacle de délocalisation. Ce n'est pas souvent l'occasion de création d'emplois, bien malheureusement. Mais enfin, c'est un outil dont il est utile de se servir. Alors, David Clarinval, le zoning de Bayamont, il sert juste à délocaliser des entreprises existantes dans le zoning, pas de création d'emplois? Non, il faut analyser les choses de manière objective. Il y a une nécessité d'avoir de la place pour les entreprises locales, mais aussi pour les entreprises des communes avoisinantes, de Vresse, de Bouillon, de Jeudine, de Palaiseul, de pouvoir trouver des solutions. Dans notre région, quand je parle de notre région, ça veut dire
dans le sud de la province de Namur, il n'y a pas de zoning, en tout cas industriel, et c'est la seule solution pour toute une série d'investisseurs locaux. Certes, il n'y a pas de Chinois ou de Japonais qui vont venir investir à Bièvre, mais par contre, nous avons des investisseurs flamands, nous avons des investisseurs qui viennent de toute la province de Namur, et donc il y a aussi des investisseurs bièvrois, et nous nous en réjouissons, mais cela crée de l'emploi et cela permet surtout de conserver de l'emploi chez nous, ce qui est indispensable. Ok, merci. Et on entre de plein pied dans le débat avec cette première partie consacrée au déménagement du club de football et au plan communal d'aménagement qui prévoit de nouvelles constructions dans le centre du village. Regardez. Le Royal Standard Football Club de Bièvre va enfin déménager, ça fait presque 10 ans qu'on en parle. Les travaux ont débuté au printemps 2015. Le début du déménagement du club à la rue de Bellefontaine à l'extérieur du village est prévu en 2016, il est temps de s'y mettre. Un premier dossier qui plafonne à 1 300 000 € est subsidié à 60% par Infrasport et comprend un terrain synthétique et un bâtiment avec buvette et vestiaire. Un deuxième dossier non subsidié inclut un terrain en herbe et le déménagement de la tribune et de l'éclairage. Le site actuel du football, qui appartient à la commune, et les terrains avoisinants privés deviendront un lotissement dans le but de développer le logement dans le centre de Bièvre. Il s'agit du plan communal d'aménagement. La vente des terrains appartenant à la commune permettra de financer le deuxième dossier du football non subsidié. Alors David Clarinval, c'est un énorme projet là. Le club de Bièvre avait vraiment besoin de telles infrastructures. Aujourd'hui, c'est vrai que le club ne compte plus que 6 équipes de jeunes. Écoutez, c'est un projet fondamental pour l'avenir de la commune de Bièvre. Pourquoi ? Parce qu'il touche 3 niveaux d'intérêt. Le premier, c'est tout d'abord pour le football en tant que tel. Il faut donner au football de Bièvre des infrastructures modernes et dignes de ce qui se passe ailleurs actuellement. Un terrain synthétique, un terrain en herbe, des vestiaires convenables. Il suffit de visiter les vestiaires actuels pour se rendre compte qu'on est dans une situation qui est dépassée. Et donc, pour que l'école de jeunes de Bièvre puisse se développer et le football reste un sport populaire à Bièvre, il convient d'apporter des infrastructures vraiment modernes. Deuxième chose, il manque des terrains à bâtir à Bièvre. Moi, je suis sans cesse interpellé par des jeunes ménages qui cherchent à s'installer à Bièvre, mais qui ne trouvent pas de terrain. Est-ce que c'est pas paradoxal ? Vous disiez vous-même qu'il y avait des maisons qui étaient laissées à l'abandon et qu'on va finalement démolir parce qu'elles sont laissées. À Grède, il y a 3 ruines qu'il faudra démolir, mais il n'y a pas beaucoup de maisons à acquérir sur la commune. Le propriétaire ne veut pas les vendre, ça n'a rien à voir avec ce dossier-là. Par contre, les jeunes ménages, la plupart du temps, ce qu'ils veulent, c'est construire leur maison et ou rénover une ancienne maison. Mais la plupart du temps, en tout cas chez nous, ils aiment bien pouvoir avoir leur propre maison. Et donc, ils cherchent des terrains à bâtir à un prix raisonnable. On a fait ce projet à Naomé, on a directement pu proposer à 5 jeunes ménages d'avoir 5 maisons, et ça s'est fait de manière très très souple et au grand plaisir des jeunes ménages de la région. Donc il faut mettre des terrains à disposition des jeunes ménages. Et troisième élément fondamental, c'est l'aspect financier. Donc il faut savoir que c'est subventionné par la région wallonne, c'est soutenu très fortement par la région wallonne, et par ailleurs, la vente des terrains permettra également, des terrains à bâtir, permettra de compenser la part communale. Donc, que ce soit pour les jeunes joueurs de football, que ce soit pour les gens qui veulent construire à Bièvre et pour les finances, c'est une opération win-win. Oui. Vous avez toujours dit que vous étiez contre ce déménagement du club de football. Je n'ai pas toujours été contre. D'accord, expliquez-nous. J'ai voté le déménagement du club de football la première fois qu'on en a parlé. C'était il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps, parce que je ne voulais pas être une entrave au développement du club de football. Et comme je suis moi-même intéressé par d'autres sports, je considère que tout le monde a le droit de pouvoir pratiquer le sport qu'il préfère. Cela dit, quand j'ai appris que l'occasion de ce déménagement du football pouvait provoquer la création d'un tout nouveau quartier d'habitat concentré à la rue du Point d'Arrêt et dans tous les environnements, là, je me suis dit qu'on entrait dans un cercle infernal et que ça allait modifier profondément la structure habituelle du centre de Bièvre. Je ne suis pas sûr que les gens sont très d'accord avec tout ça. D'ailleurs, le bourgmestre a lui-même fait un éditorial dans le dernier bulletin communal où il tente de répondre
aux opposants qui se manifestent, me semble-t-il, de plus en plus bruyamment. J'ai proposé à l'époque, c'est-à-dire, je crois, en 2011, me semble-t-il, de consulter la population sur ce déménagement et ce projet de plan communal d'aménagement qui maintenant a été adopté. Je proposais qu'on consulte la population comme on l'avait fait pour les éoliennes. Et évidemment, comme je suis 1 contre 12, eh bien, ce projet a été rejeté avec pertes et fracas, mais je continue à penser que la consultation de la population aurait quand même été très utile. Monsieur Moda, vous aussi, vous entendez des réticences par rapport au déménagement du club du foot du centre du village? Moi, je pense que, personnellement, je n'étais pas là au début du projet, mais je trouve que c'est un projet qui est magnifique pour Bièvre, justement, le fait d'avoir donc des infrastructures non seulement sportives. Oui. Mais est-ce que vous entendez aussi des réticences? Oui, des réticences, non. Enfin, non. Moi, personnellement, j'en ai pas eu. Et je pense que, justement, si j'ai des contacts, ça va plus être des jeunes ménages ou quoi qui vont être intéressés, justement, par le projet pour être acquéreurs d'un terrain, quoi. Monsieur Léonet, on entend parler de ce projet d'installation foot depuis quasi 10 ans. On a l'impression que ça a été plus vite à Borin et à Onhé. Est-ce que c'est une question de couleur politique? Peut-être, mais je ne sais pas. Je pense qu'on a eu aussi pas mal de soucis au niveau de l'architecte, etc. On a dû refaire des plans. On a eu des Vous y êtes mal pris ou... Non, mais il y a eu notamment le permis qui a été retardé pour je ne sais plus pour quelle raison. Donc on a dû refaire un permis. Il y a eu la norme PEB qui est venue également s'installer. Il y a plusieurs contraintes administratives qui nous ont retardés. Et voilà. Monsieur Clarinval, vous avez joué justement au football à Bièvre. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal de développer ce complexe pour former les jeunes, alors que finalement l'équipe première recrute d'année en année des Français, pour finalement avoir 90% de Français dans l'équipe? Je voudrais d'abord répondre à ce que M. Vincent a dit. Donc, moi je trouve au contraire qu'il y a eu au moment des élections il y a 3 ans, quelques riverains qui se sont inquiétés du fait qu'ils allaient avoir, on parlait de choses qui n'étaient pas vraies, donc de cités, etc., devant chez eux. Ça n'a jamais été le cas. On a pu les rassurer lors de différentes consultations des propriétaires. Et donc, venir dire qu'on n'a pas consulté la population, certes, on n'a pas fait de référendum, je suis d'accord, mais les riverains et les propriétaires ont été consultés, et une fois qu'ils ont compris la philosophie du projet, ils sont devenus quasiment tous d'accord. Pourtant, donc, comme le dit monsieur Vincent, dans le bulletin communal, c'est vrai que vous répondez à ces réticences. Disons, dans le bulletin donc communal... c'est qu'il y en a toujours. Non. Pourquoi est-ce que j'ai fait cet édito dans le bulletin communal? C'est parce que le PCA a été approuvé. Et donc, le ministre a marqué son accord sur le PCA, et dorénavant, ce dossier, il est terminé. Et donc, je me réjouissais donc il n'y a pas d'habitants de Bièvre qui sont réticents aujourd'hui. Moi, comme l'a dit les chemins des sports, je n'en ai plus entendu depuis des années. Mais c'est clair que j'ai pris la plume au moment de l'annonce de la réalisation du PCA pour rappeler un peu le but de ce projet et rappeler ô combien c'était important. Alors ensuite, pour répondre à la question que vous me parlez vis-à-vis du club de première, le but pour nous est principalement de mettre à disposition des jeunes et de l'école des jeunes de Bièvre. Le but des jeunes, c'est de les garder en équipe première à terme. Il est clair que moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de jeunes de Bièvre qui jouent au football à Bièvre en équipe première. Ça, je suis d'accord avec vous. Maintenant, je ne suis pas président du football club de Bièvre. Je ne vais pas m'immiscer dans la politique footballistique bièvroise. Cependant, nous avons eu l'occasion récemment, dans le cadre d'un autre dossier, de les rencontrer. Et je pense que le nouveau comité, parce qu'il y a un nouveau comité qui a été mis en place, est très sensible à cette idée. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de mettre en place une politique de transition pour permettre à ces jeunes qui sont formés dans cette école de jeunes de Bièvre de pouvoir accéder à la première. J'ai moi-même été dans l'école de jeunes de Bièvre, mais de Jeudine, de Naomé et de Monceau. J'ai fait tous les clubs de la région. Et je trouve normal qu'à un moment donné, on puisse donner la chance aux jeunes du CRU de pouvoir jouer en équipe première. C'est l'aboutissement normal. Et ici, pendant quelques années, la situation a été difficile. Ouais. Je pense qu'on va vers du mieux. Merci, monsieur Clarinval. Alors, venons-en au second dossier important abordé ce soir, celui de la résidence Saint-Hubert, résumé avec Laurent Dozimont. Le dossier de la résidence Saint-Hubert de Bièvre, qui comprend 35 lits, a connu pas mal de retournements ces dernières années. 7 lits court séjour y ont été mis en place en janvier 2014. Cette maison de repos demande un développement depuis plusieurs années. Le projet initial prévoyait la rénovation de l'actuelle résidence Saint-Hubert à la rue de la Retraite.
Mais son conseil d'administration, composé de membres principalement biétrois, mais aussi jeudinois et vressois, estime qu'il était trop cher. Le bâtiment actuel n'est plus fonctionnel, il est difficile de le mettre aux normes. L'idée maintenant est de construire une nouvelle maison de repos, toujours à la rue de la Retraite. Prochaine étape, désigner des entrepreneurs pour la conception et la construction. Alors, Monsieur Léonet, vous êtes bien impliqué dans cette résidence Saint-Hubert. Il n'y avait vraiment pas moyen de rénover l'actuelle maison de repos? Non, en fait, on a déjà fait une première tentative donc, via un DBF, c'est-à-dire un marché de services complet avec le financement. Et en mars 2014, on devait ouvrir on a ouvert les soumissions, mais on n'a pas eu de réponse. Donc on a bien constaté que ce marché-là n'était vraiment, manifestement pas adapté pour augmenter la capacité de la maison de retraite. Et donc, avec le BEP, on a réfléchi à une autre alternative. Donc l'autre alternative, c'est faire ce qu'on appelle un concept and build, c'est-à-dire donc on ne mélange pas la finance avec la construction. On va faire un cahier des charges où on aura donc un maître d'œuvre avec architecte, tout compris. Et donc, on vient de passer au dernier CA il y a une dizaine de jours, le cahier des charges. On a vérifié, on va encore changer quelques éléments. Et donc, on en est plus ou moins à un budget de 6 300 000 €. Ça ne tombe pas comme ça du ciel. Et vous avez les moyens financiers, ils sont là aujourd'hui? On a fait un plan financier et il faut dire que moi je suis le président et j'ai 3 échevins de finances, dont un qui est ici en face de moi. J'en ai un autre à Jeudine, un autre... D'accord, mais est-ce que vous avez les moyens financiers? On veut vraiment être sûr de notre coût. Je sais que ça prend du temps, mais on veut être vraiment sûr de notre coût. On a eu également des contacts avec le ministre Prévost et on peut espérer avoir des subsides, mais sans ces subsides-là, c'est vrai que ça paraîtra très difficile. Alors, Monsieur Vincent, le déménagement, est-ce que c'est la bonne solution pour vous? Et est-ce qu'on n'a pas perdu beaucoup de temps dans ce dossier? Mais si, exactement. On a perdu beaucoup de temps parce que il y a 10 ans que la SBL est en place et il y a déjà eu, me semble-t-il, un premier accord qui a été donné pour l'extension de 42 lits. Cet accord qui dure 3 ans, a été prolongé une deuxième fois de 3 ans, donc pendant 6 ans, et il ne s'est rien passé du tout. Je me souviens bien qu'il y a 6 ans, lorsque nous étions à la mi-mandat du mandat précédent, on avait envisagé le même genre de problème et le président du CPAS, président du conseil d'administration de la SBL, résidence Saint-Hubert, intercommunale, etc., le président s'était engagé à ce qu'on commence les travaux avant la fin de la législature. C'était en 2012. Alors, Monsieur Clarinval, qu'est-ce qui fait que ce dossier stagne? Écoutez, j'ai envie de sourire quand j'entends M. Vincent dire ça parce que tout d'abord, il y a 10 ans, il a d'abord fallu remettre de l'ordre. La situation, on ne va pas refaire le débat aujourd'hui, mais nous avons dû pendant plusieurs années remettre de l'ordre, remettre en place une intercommunale qui fonctionnait, pouvoir finalement remettre une gestion dynamique, et cela a pris un certain temps. Ensuite, comme l'a rappelé Thierry fort justement, il y a eu plusieurs tentatives. Et il s'avère que d'un point de vue financier, il n'est pas simple de faire un tel investissement pour 3 petites communes comme les nôtres qui ont des budgets quand même très serrés. Et donc, est-ce qu'il faut aller vite, se casser la figure et devoir être en faillite virtuelle et devoir demander l'aide à la région wallonne? Ou est-ce qu'il faut être plus prudent, demander des subsides à la région wallonne et finalement avoir un projet bien ficelé qui nous permettra d'avoir une situation financière positive ensuite? Moi, désolé, je suis partisan de la deuxième thèse. Et donc, j'encourage Thierry à aller dans ce sens-là. Et il est très prudent, c'est un professeur de mathématiques. Les chiffres, c'est son affaire. Et donc, il veille à ce que les intérêts financiers des 3 communes, parce qu'il n'y a pas que Bièvre ici, il y a Jeudine et Vresse, qui soient quand même préservés. Tout en ayant en tête, évidemment, d'aboutir le plus rapidement possible pour permettre d'offrir des lits en supplément pour les personnes âgées. Parce qu'il y a une réelle demande, donc on ne peut quand même pas attendre indéfiniment. Il faut savoir que nous avons quand même construit 7 lits court séjour et que grâce à 7 lits court séjour, la situation qui était structurellement déficitaire est devenue bénéficiaire. Et donc depuis 2 ans maintenant, nous avons une situation qui nous permet de dégager des bonis, alors qu'avant on était en déficit. Donc la gestion actuelle qui est prudente
et qui est vraiment très dynamique nous permet de dégager des bonnies. Donc on ne peut que s'en réjouir. Monsieur Modave, le personnel de la résidence n'est-il pas un petit peu dans le flou, dans l'incertitude avec cette situation-là qui traîne un petit peu? Moi, je ne pense pas que le personnel s'inquiète du projet, non. Justement, je pense qu'ils savent bien qu'ils vont grandir aussi et qu'ils seront beaucoup mieux après, en plus. Monsieur Vincent, Monsieur Clarinval, lui, préfère la prudence. Vous êtes d'accord avec sa position? C'est-à-dire qu'il y a actuellement un nouveau, une nouvelle demande qui a été introduite et qui a été acceptée pour faire une toute nouvelle maison, ce que je trouve une bonne idée parce que c'était inarrangeable de vouloir aménager les anciens bâtiments. Cela dit, cette nouvelle demande, elle court pour le moment. Ça dure 3 ans. Et je pense qu'on en est déjà au moins à 6 mois, 1 an, donc il ne reste plus que 2 ans. Alors je trouve qu'on perd continuellement du temps et que la création de cette nouvelle maison de repos serait un modèle de création d'emplois que nous appelons de tous nos voeux. Tout le monde veut qu'on crée des emplois. Moi, je comprends tout à fait l'inquiétude de Luc et au risque de vous surprendre, je vais dire que je suis d'accord avec lui dans le fait que ça ne va pas assez vite. Moi aussi, j'aimerais bien que ça aille plus vite, honnêtement. Mais nous, on a une ASBL intercommunale, on n'est pas une entreprise privée. Donc un privé, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un architecte, il fait ses plans, il va regarder son plan financier. Il faut savoir qu'au niveau du personnel, vous parlez du personnel, il y a des normes INAMI, des normes de la région wallonne. Ce qui se passe pour un privé, lui, il va raboter les normes, et tandis que nous, on ne peut pas faire ça. Nous, on a une maison qui était d'ailleurs tenue par Luc auparavant, à dimension humaine. On veut la garder à dimension humaine. Donc c'est pas un manque d'énergie de la part des... Non, absolument pas. Et alors au niveau de l'accord de principe, c'est vrai qu'on a un accord de principe qu'on a eu en fait le 13 mai 2014. Donc comme le dit très bien Luc, ça dure 3 ans. Mais 1 an avant l'échéance, on peut demander à nouveau donc une continuation pour 3 ans. C'est ce que vous avez déjà prévu de faire? C'est ce qu'on a prévu de faire et on sait très bien qu'en effet, donc on a encore, on va dire, 4 ans devant nous. D'accord. C'est très court, hein, 4 ans. C'est 4 ans. Voilà. On passe à l'étape suivante. Merci à vous. Donc, on s'intéresse maintenant à d'autres thématiques. Nous allons tout de suite au cœur de la cité. Voilà, nous sommes donc allés à la rencontre des Bièvrois, à la rencontre des citoyens. Ils ont tous leurs préoccupations quotidiennes. L'opposition sera invitée à réagir en fin de séquence. Bonjour. Dans les petits villages ici autour de Bièvre, on a énormément de problèmes d'internet et de téléphonie mobile. Ça fait des années qu'on réclame une solution. Je voudrais savoir ce que la commune pourrait faire pour nous. J'ai une entreprise, c'est vraiment très difficile pour moi par rapport à ce problème-là. Je vis un véritable enfer. Merci. David Clarinval, on sait que vous avez déjà souvent interpellé Belgacom et toujours pas de résultat. Aujourd'hui. Ouais, Proximus. Mais moi, je partage tout à fait la préoccupation de M. Balfroy. Moi-même, pour l'entreprise que j'ai le plaisir de conduire, nous n'avons actuellement pas une connexion Internet suffisante. Et je suis là pour parler pour ma situation personnelle. Donc je trouve inacceptable le fait que Proximus maintienne des communes comme les nôtres. Je parle principalement des petits villages périphériques, notamment Petit Failly, dans une situation vraiment inacceptable. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? En tant que député fédéral, en tant que député, avez... je n'ai pas ménagé ma peine, puisque j'ai déjà pris plusieurs fois des contacts avec les anciens ministres. Donc quand c'était la ministre CDNV précédemment, mais maintenant avec le ministre De Croo. Il y a toute une série de choses qui sont promises et qui devraient se mettre en place prochainement, mais la commune n'est pas opérateur de téléphonie et nous n'avons pas les armes. Le seul élément sur lequel nous pouvons jouer, c'est la taxe sur les pylônes, et à Bièvre, on a décidé de ne pas l'appliquer, pour ne pas qu'on puisse nous dire vous taxez les pylônes, donc on ne vient pas. Alors, je pense qu'actuellement, au niveau de Proximus, ils mettent en place des choses qui pourraient peut-être être des solutions. J'ai entendu parler de petites antennes individuelles. Ça sorti il y a une semaine.
J'entends dire aussi que chez Tectéovou, ils auraient la volonté de pouvoir accorder à Internet les villages. Et par ailleurs, on me dit que dans le plan de gestion de Mobistar, ils ont l'obligation d'aller jusqu'à 99% de couverture. Alors voilà, moi je mets la pression. Ce sont des promesses, quoi, voilà. Mais oui, mais moi je ne sais pas, mettre une antenne moi-même, ce n'est pas dans ma responsabilité, malheureusement. Alors, deuxième interpellation par le président de la jeunesse de Bièvre. Bonjour Monsieur Clarinval. Les différentes jeunesses de la commune bénéficient d'une salle propre à elles. Nous, à Bièvre, on doit louer la salle du patron pour une somme assez importante à nos yeux. Pensez-vous que la commune pourrait intervenir pour le financement de celle-ci ? Alors, David Clarinval, une nouvelle salle. Je salue M. Dion, le nouveau président du Club des jeunes de Bièvre, et je le félicite pour sa nomination récente. Bon, il faut savoir qu'à Bièvre, on a une volonté d'installer des salles dans la quasi-totalité des villages. Monceau, Gros-Failly, Petit-Failly, Grède récemment, Oisy est en cours de rénovation, Bellefontaine. Donc on a mis des salles à peu près partout. Il n'y a qu'à Bièvre qu'il n'y a pas de salle comme on l'entend dans les autres villages. Cependant, il faut savoir qu'il y a un local. Donc les jeunes ont leur local. Mais c'est plus pour leur organisation, 3-4 soirées par an. Donc toute l'année, ils ont leur local à disposition, ils font ce qu'ils veulent dans ce local et il est bien occupé. Et il y a à Bièvre une salle privée qui appartient au doyenné, donc à l'église de Jeudine, et qui est disponible pour les grandes manifestations. Alors ils doivent louer 2 ou 3 fois par an. Moi je pense que le club de Bièvre a une situation plus favorable que les autres clubs. Pourquoi ? Prenons le cas de Grède que l'on vient d'inaugurer l'année dernière. Eh bien aujourd'hui, ils doivent gérer la salle. Et ils ont des coûts. Ils payent l'électricité, ils payent l'eau, ils payent leur téléphone, ils payent le nettoyage. C'est plus cher que la location de Bièvre. Ils font 2-3 fois par an, ils doivent payer une salle pour faire un bal. Donc vous leur conseillerez de ne pas réclamer une salle. Donc moi je trouve... Mais écoutez, maintenant mettez-vous à notre place. Comment voulez-vous que la commune de Bièvre vienne construire une nouvelle salle pour que la jeunesse de Bièvre aille 3 fois faire ça n'est pas rationnel. Okay, donc je leur dis, désolé, mais ici, leur situation n'est pas du tout problématique. Au contraire, je pense qu'elle est enviable. Alors on passe à présent à une 3e interpellation par un petit enfant de 11 ans. Bonjour David, il y a bien un conseil communal pour les adultes. Pourquoi n'y en aurait-il pas un pour les enfants? Merci. Je vois qu'il y a des jeunes motivés sur la commune. La concurrence pour vous, peut-être. La concurrence. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore de conseil communal. Personne n'est éternel. Personne n'est éternel. Non, écoutez, c'est une bonne idée. Je trouve que, franchement, je ne suis pas du tout fermé à la création d'un conseil communal pour les enfants. On va étudier la question. Je ne suis pas fermé à ça et ça pourra peut-être apporter du dynamisme au Conseil que l'on nous reproche parfois d'être trop plat. Bien voilà, à suivre donc. 4e et dernier citoyen bièvrois à qui on a donné la parole, elle nous vient de Bellefontaine. Bonjour Monsieur Clarinval, nous souhaiterions savoir s'il serait possible d'installer des ralentisseurs de vitesse aux entrées du village de Bellefontaine, car les véhicules roulent beaucoup trop vite et nous sommes inquiets pour la sécurité de nos enfants. Merci. Il est vrai qu'il y a sur la commune beaucoup d'endroits où les gens roulent vite. Et donc c'est pour ça que dans notre programme, nous avions inscrit le fait de faire une étude globale d'objectivation de la problématique. Parce qu'on constate parfois que certaines personnes veulent que l'on installe des ralentisseurs, et puis on constate que finalement ce n'était pas nécessairement le meilleur endroit. Et on a déjà eu des demandes pour enlever les ralentisseurs. Donc la situation de Bellefontaine est connue, on en a déjà parlé avec les uns et les autres pour le passé. Nous allons étudier ça dans le cadre d'une étude globale et on envisagera peut-être pas nécessairement la pose de ralentisseurs. On peut mettre un flash ou on peut mettre une chicane. On a déjà fait aussi, on a déjà à certains endroits mis des ralentisseurs, des coussins berlinois. Bientôt un dispositif à Bellefontaine. On va faire une étude sur toute la commune, parce que peut-être que ce n'est pas nécessairement l'endroit le prioritaire, il y a peut-être d'autres, et on verra au niveau du conseil à faire un plan d'investissement global. Il faut objectiver avec notamment les radars qui existent dans la zone de police. Et avec ces radars-là, on sait dire combien de voitures passent par jour, on sait dire à quelle vitesse elles passent. D'accord. Et alors, on objective les choses. Donc vous allez creuser. Mais ici, on a un sentiment d'insécurité, mais combien de voitures passent, on ne sait pas. Si vous prenez, moi je connais un endroit où beaucoup de gens demandent également des ralentisseurs, c'est à l'entrée de Bièvre, quand on vient de Monceau. Et là, on sait qu'il y a plusieurs véhicules qui ont déjà été au fossé.
Là, vraiment, on sait qu'il y a vous allez déjà étudier la question. Il faut étudier ça de manière globale. Alors, Monsieur Vincent, vous voulez réagir par rapport à tout ce qui vient d'être dit, par rapport aux demandes des citoyens? Je veux bien réagir à toutes les questions. Disons que du point de vue des ralentisseurs, on en a déjà placé à la route de Bellefontaine à Bièvre. Et on s'était rendu compte, pour la petite histoire, que ceux qui roulaient le plus vite sur cette rue de Bellefontaine, c'était les habitants de Bellefontaine. Mais enfin, bref, oui, c'est souvent comme ça. Pour ce qui concerne évidemment la téléphonie, je ne peux que partager l'avis général qu'on doit avoir du raccordement partout. En ce qui concerne la salle des jeunes, je ferai peut-être une remarque. Il m'a semblé que dans l'intervention de Armand Dion, c'était plutôt la location de la salle qui le tracassait, plutôt que de devoir louer le patron, etc. Je pense qu'il faudrait peut-être revoir cette location des salles des jeunes comme on l'a fait pour la location de la salle du tennis de table. Il faudrait se dire, est-ce que c'est vraiment utile de faire payer une location pour un bâtiment communal à l'intention des jeunes, alors que les autres... On pourrait envisager le fait de leur faire payer les frais que ça engendre, plutôt que de leur faire payer une location. Voilà. À étudier, en tout cas. Merci à vous. Place à présent au face-à-face. Premier de ces face-à-face, Monsieur André Copine, vous êtes interrogé par notre journaliste Laurent Dozimon, qui joue le rôle de l'opposition. Vous avez 2 minutes, Laurent. Bonjour Monsieur Copine. Bonjour Monsieur. Vous êtes premier échevin, responsable des travaux. Alors en tant qu'échevin des travaux, que devient ce fameux bâtiment qu'on appelle Baudimat face à l'hôtel de ville? Baudimat, c'est un bâtiment qui a été acheté en 2009. Ça traîne un petit peu? Ça traîne un petit peu, tout simplement parce que nous avons eu un problème de désamiantage dans le bâtiment. Est-ce que c'était une surprise, cette présence d'amiante? Oui. Quand on l'a acheté, personne ne pensait qu'il y avait de... Alors, il n'y a pas eu des études faites au préalable? Au moment de l'achat, non. C'est après, au moment des transformations, l'architecte, c'était la première chose qu'il devait contrôler. Et on s'est rendu compte qu'il y avait de l'amiante. Il y a une partie du bâtiment qui a été vendue à un privé. C'est l'ouverture du magasin avec la librairie. Et le reste du bâtiment reste propriété communale. Il y a un tiers de la surface restante qui va servir pour le magasin de seconde main, avec un logement géré par le CPS à l'étage. Et le centre du bâtiment, on va l'aménager pour y installer la bibliothèque communale. Et alors, le rez-de-chaussée, probablement un rez-de-chaussée commercial. Est-ce que la commune a fait preuve de laxisme ou de négligence dans ce dossier? Non, ça a traîné parce qu'il y a eu ce problème-là de désamiantage. Et les permis sont arrivés en août cette année, donc on peut lancer. Et est-ce que le bâtiment se dégrade pour l'instant au fur et à mesure d'être là à traîner? Mais pour le moment, je ne pense pas, parce que la toiture est quand même assez bonne. Donc, il n'y a pas de grosse infiltration à l'intérieur. Le jour où ça va démarrer, tout va bouger. Oui, pas de regret de s'être lancé dans ce projet-là qui est colossal quand même. Mais non, je pense que c'est un beau projet parce que il y a le local pour le CPAS, le magasin de seconde main, je le répète, il y a le logement et puis il y a la bibliothèque qui aura quand même un espace suffisant. Merci à tous les deux. Les 2 minutes, c'est court. Alors maintenant, Madame Vinciane Roland, vous vous retrouvez face à Laurent Dozimon. Madame Rollin, bonjour. Bonjour. Vous êtes échevine du tourisme. Le village de Gros-Failly, dans la commune de Bièvre, a reçu le label Plus beau village de Wallonie il y a quelques mois. Qu'est-ce qui a été mis en place depuis lors? En fait, les plus beaux villages de Wallonie ont mis en place un parcours didactique reprenant les endroits clés du village pour présenter tout en se promenant dans Gros-Failly pour présenter le château, l'église, etc. On se souvient qu'au moment où Gros-Failly a reçu ou allait recevoir ce label, les avis étaient un peu partagés dans le village. Quel est l'avis maintenant de la population? Est-ce qu'il y a un engouement? Est-ce qu'il y a toujours une réticence? En fait, c'est un petit village très calme et donc c'était assez partagé parce qu'il y a des habitants. Ils souhaitaient garder le calme du village, mais je pense que ça reste relativement calme. Ils avaient peur aussi au niveau... bâtiments, etc., pouvoir faire des travaux librement, pas trop de restrictions, et ça, c'était des grandes craintes. C'était bien accepté? Oui, maintenant, franchement. Est-ce qu'on constate une présence accrue des touristes grâce à cela?
Je vais dire, ça se fait tout doucement, parce que Grosfeuilly, il y a uniquement un petit café local. Et donc, je vais dire, c'est pas rempli de commerce, mais évidemment, ce qui fait le point fort de Grosfeuilly, c'est les maisons en pierre de schiste, et c'est magnifique. Et la belle vallée, etc. Oui, finalement, ce label-là ne va pas spécialement entraîner plus de commerce à Grosfeuilly même. Je ne pense pas, parce que géographiquement, c'est quand même pas vraiment bien situé, je vais dire. Je verrais mal dans Grosfeuilly des commerces, des gros commerces qui viendraient s'installer. Non, je ne pense pas, et ce n'est pas le souhait en tout cas. Merci Madame Rollin. Merci. Voilà, fin de ces face-à-face. On passe à présent à notre rubrique La Cité en question. Alors Luc Vincent, on vous demande à présent de classer les 5 membres du collège du 5e au 1er selon leur efficacité. Quelle question amusante. Amusez-vous. Disons que je classerai dans l'ordre de leur efficacité, effectivement. On commençait par le 5e. Je commence par le 5e. Ah oui, ça c'est un peu délicat. Disons que sans vouloir le défavoriser, je mettrai le plus jeune en dernier lieu parce que c'est le dernier arrivé et je n'ai pas beaucoup entendu ses activités sans vouloir dévaloriser ce qu'il fait, mais on n'a pas beaucoup eu l'occasion de se croiser. Et ensuite, je mettrai André Copine, 4e. C'est bien ça, 4e. Vous m'avez dit 5. Oui, donc M. Modard 5e, André Copine 4e. Oui, voilà. oui, c'est ça. Les Chevines 3e, le président du CPAS Thierry Léonet 2e et le bourgmestre 1er, parce que ça me paraît être l'ordre logique de l'activité de chacun d'entre eux. Très bien, merci à vous. Monsieur Clarinval, on vient vers vous, vous êtes numéro 1. Vous êtes député fédéral, directeur d'entreprise, bourgmestre bien sûr. Est-ce que vous avez encore beaucoup de temps à consacrer aux Bièvrois ? Écoutez, tout d'abord, mon entreprise, je la partage avec mon frère et ma sœur. Mon père est toujours présent, donc c'est un travail collectif. Ce n'est pas comme si j'étais gérant full-time d'une entreprise. Je m'occupe de l'aspect administratif et financier. Et donc, je vais tous les matins, à 6h30 du matin jusqu'à 8h du matin, je suis présent dans l'entreprise. Et là, je peux régler les problèmes en quelque temps. C'est basé à Bièvre, ça me permet aussi d'avoir des contacts avec les Bièvrois. Ensuite, l'activité au sein de la commune, ça fait 15 ans que mon numéro de GSM est dans l'annuaire. Tous les habitants savent qu'il ne faut pas avoir peur de me téléphoner et je peux vous assurer qu'ils n'hésitent pas à m'appeler. Enfin, au niveau de la Chambre des parlementaires, c'est avec plaisir que je relaye les préoccupations des habitants de Bièvre et des alentours, et de la province de Namur en général. Donc je suis au service des habitants de Bièvre. Et donc, peut-être que je suis un peu moins présent dans les kermesses et dans les activités para-sociales, si je puis dire, mais il n'en demeure pas moins que je suis full-time à Bièvre, sauf quand je suis sur Bruxelles, où là, je défends les intérêts de Bièvre. Alors, Monsieur Modave, donc on l'a dit, vous avez succédé à Hugues André en cours de législature. Combien de temps vous a-t-il fallu pour maîtriser vos dossiers ? Justement, comme je comprends que Luc me mette 5e, c'est bien normal, puisque je suis là depuis janvier 2014. Maintenant, ça va faire 2 ans quand même. Oui, mais depuis 2014, justement, parce que c'est pas évident, puisque quand je suis arrivé, j'étais par exemple à temps plein, donc j'ai dû adapter mon temps de travail. Après, voilà, je suis indépendant maintenant, donc maintenant ça roule. Et justement, au niveau des dossiers, il a fallu une petite année pour commencer à prendre vraiment des dossiers en main et pouvoir gérer ces dossiers-là. Donc vous serez 100% opérationnel quand alors ? Dès aujourd'hui, je suis opérationnel à 100%. Voilà, si on peut vous rendre ce service-là. Voilà. Monsieur Léonet, vous êtes socialiste. Vous avez écrit le 6 août dernier sur Facebook, je cite, ouvrez les guillemets, vraiment, ce gouvernement est contre les citoyens. MR, valet de pique de la NVA qui veut détricoter la Belgique, c'est scandaleux. Une révolution d'automne s'annonce. Fermez les guillemets. Quelque part, vous êtes associé avec ce valet de pique de la NVA. Ça vous fait quoi, finalement ? C'était bien adroit de quoi, il faut vraiment se méfier de ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux. Vous ne l'auriez pas fait Mais bon, parfois on a des impulsions comme ça, et à mon avis, c'en est une. Je pense qu'il n'y a pas que des mauvaises choses dans le gouvernement-là, mais c'est vrai que moi, l'aspect NVA, quand même, me dérange fortement, honnêtement.
Vous êtes fait taper sur les doigts par M. Clarinval? On n'en a même jamais parlé, donc... Vous ne le savez pas, vous ne le saviez pas avant aujourd'hui? Écoutez, je suis ce qui se passe sur Facebook, comme tout le monde, mais il faut savoir qu'entre nous, notre liste n'est pas une liste MR Non, pure. enfin, le bourgmestre est MR. Oui, mais M. Léonet est socialiste, M. Copine est CDH, et on s'entend très bien. Et nous avons toujours eu un point d'honneur à ne jamais parler de politique, que ce soit régionale ou fédérale, au conseil communal. Et donc, ça s'est toujours bien passé. Nous sommes entre gens de bonne compagnie. Chacun a ses opinions. Moi, je suis un libéral. Je suis très attaché à la liberté d'expression. Et donc, M. Léonet peut y aller. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une critique à mon égard. Et ça n'est pas une critique au niveau communal. Maintenant, c'est clair que le gouvernement fédéral ne laisse personne indifférent. Okay. Donc voilà, moi, c'est de la liberté d'expression, ça ne me pose aucun problème. Alors, Monsieur Vincent, vous avez été échevin, vous êtes seul conseiller de l'opposition. Qu'est-ce qui vous tient encore à la politique communale aujourd'hui? Ce qui me tient à la politique communale, c'est d'abord que je suis élu. Et j'ai quand même le devoir de faire honneur à mon mandat. Et donc, j'essaye d'être là le plus souvent possible. Mais bon, il faut bien comprendre que la motivation de celui qui est seul contre tous, c'est quand même un peu difficile à tenir parce que moi je dois me tenir au courant de tout et sans avoir les mêmes leviers du pouvoir pour y faire face. Vous serez encore là dans 3 ans je serai certainement encore là dans 3 ans, physiquement, j'espère, si ma santé le permet. Mais à part ça, sur les listes, je vous laisse le suspense. Ah, voilà, ok. Monsieur Clarinval, vous êtes bourgmestre de Bièvre depuis 15 ans, vous avez bientôt 40 ans. Est-ce que vous êtes pour la limitation du nombre de mandats de bourgmestre dans la durée? Quel est votre avis par rapport à ça? Écoutez, je ne vais pas vous dire que je suis en faveur de cela, ce serait hypocrite de le dire. Donc moi je trouve que la légitimité des gens, elle est issue des urnes. Et si les gens et si les électeurs vous font confiance, estiment que vous faites du bon travail et envoient un message qui dit que vous êtes celui qu'ils veulent, alors je ne vois pas pourquoi la démocratie ne serait pas respectée. Donc ça pourrait encore durer 30 ou 40 ans à Bièvre. Écoutez... Est-ce que vous avez d'autres ambitions, vous, personnellement? D'un autre côté, on peut aussi imaginer qu'après un certain temps, une forme de lassitude se passe. Je comprends tout à fait ce que Luc dit. Donc, voilà, moi, mon but n'est pas d'être... Non, ce n'est pas d'être le plus vieux bourgmestre de Belgique, ça je peux vous l'assurer. Vous étiez le plus jeune, hein, il y a 15 ans. Mais bon, voilà, je vais d'un autre côté, moi je suis au service des habitants et des citoyens, et si la confiance des citoyens persiste, je ne vois pas pourquoi je ne respecterai pas cela. Alors, Monsieur Modave, est-ce que Bièvre pourrait se passer de David Clarinval? Actuellement, je pense que David fait tellement du bon boulot que je ne pense pas qu'il pourrait se passer. Vous n'êtes pas encore au point, vous, donc... je suis loin d'être au point par rapport à David. D'accord. Très bien. Merci à tous les 4, à tous les 6 d'avoir participé à ce débat bièvrois. Il touche déjà à sa fin. Merci à nos invités d'avoir pris part. Alors, ce débat peut être vu à nouveau sur matélé.be. Et puis, Laurent, prochain rendez-vous pour Acte 2. Eh bien, nous prendrons la direction de Havelange. Et je vous rappelle l'adresse mail rédaction@matélé.be pour toutes vos questions concernant cette commune. Oui, eh bien, ces questions, nous les soumettrons directement à vos élus. Merci à toute l'équipe qui a permis la réalisation de cette émission. Bonne soirée.